Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc c'est bon, ça enregistre. Bonjour Antoine Truong. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente de t'accueillir déjà ici chez moi et de pouvoir échanger avec toi sur le podcast. Donc déjà, je voulais te demander de te présenter pour les auditeurs un petit peu c'est quoi ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc alors moi c'est Antoine Truong. Donc déjà merci de m'inviter à ce podcast. J'ai un parcours on va dire assez classique. Voilà, un bac scientifique. J'ai ensuite fait un master à l'ESSEC pendant 5 ans où finalement j'ai travaillé pas mal dans la grande distribution. Et c'est ensuite à l'issue de cette école que j'ai rejoint un peu le grand monde de la grande distribution chez Carrefour et chez Leclerc. Donc un parcours d'école de commerce, d'employé de bureau et ensuite d'entrepreneur. Et entre la grande distrie et aujourd'hui, tu as fait aussi un tour dans le conseil, c'est ça ? Ouais, exactement. C'est vrai que après 4 ans chez Carrefour, où j'étais chef de produit MDD, donc en gros je développais tous les produits à marque distributeur, donc sur tout ce qui était lessive, nettoyant WC, couches, etc. Je m'étais dit comment est-ce que finalement j'arrive à prendre du recul sur la distribution et pas faire juste tout le temps la même chose qui était du développement produit et de l'achat. Et donc le conseil c'est venu, on va dire, assez naturellement. J'avais travaillé avec d'autres cabinets de conseil quand j'étais chez Carrefour, donc en gros c'est un truc qui m'a un peu excité au début, à me dire voilà, faire des petites missions de 1 mois, 2 mois, 3 mois dans des secteurs que je connaissais pas, avec des nouveaux clients et surtout une sorte d'excitation en termes d'intelligence, etc. où je me disais tiens, je vais apprendre des nouvelles choses à chaque fois, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ensuite 2 ans et demi de conseil chez Kurt Salmon dans la practice Consumer Goods et Retails, donc quand même un secteur que je connaissais. Et j'ai dû faire à peu près une dizaine de missions, donc entre chez L'Oréal, Danone, Leclerc et Carrefour, donc mon ancien employeur. Et tu étais resté combien de temps chez Carrefour avant ? Je suis resté 4 ans. Ok. Je suis resté 4 ans. Entre la France, l'Italie et l'Espagne, en fait, je bougeais pas mal en fait, dans les pays pour vendre mes innovations de marques de distributeurs. Et donc, tu as fait 4 ans, ensuite 2 ans et demi dans le conseil, et ensuite tu as créé ta boîte, c'est ça ? Exactement. Donc là, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé Stories, donc avec Victor, mon associé. Et voilà, en gros, 4 ans Carrefour, 2 ans et demi de conseil, 6 mois, on va dire, de transition professionnelle avant de lancer ensuite Stories. Et du coup, aujourd'hui, t'as quoi ? T'as 30 ans, c'est ça, à peu près ? J'ai 32. 32. T'as exercé déjà 3-4 métiers à 30 ans. Maintenant, t'as 32 ans, mais quand t'as lancé ta boîte, t'en avais que 30. Est-ce que quand t'es sorti du bac ou même avant, tu savais un petit peu ce que tu voulais faire Alors, pas du tout. J'ai fait une première S, parce qu'en gros, mes parents m'ont dit, avec scientifique, tu peux tout faire. Donc j'ai un peu suivi, et surtout que, après dans la culture un peu viette, etc., tout le monde aimerait que son fils ou sa fille devienne médecin, en gros, ou avocat, ou école d'ingénieur. Donc en gros, c'est un peu naturellement que j'ai fait première S, terminale S. Et c'est qu'à partir de terminale où en gros, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'être ingénieur, parce que j'avais encore l'image de l'ingénieur un peu informaticien, etc. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai le choix de médecine, pour le coup, qui aurait pu m'intéresser. Après, je pense que plus au niveau, où je me disais, est-ce que vraiment j'ai le niveau pour suivre en fait, ces longues années de médecine ?
Et c'est ensuite, donc le commerce, en fait, c'est venu au moment où je suis allé, type le salon de l'étudiant, où j'ai commencé à discuter avec des étudiants d'école de commerce. Et je me suis dit, ah ben, en fait, voilà, j'aime tout ce qui est relationnel, l'empathie, comprendre un peu les gens et discuter. Donc je me suis dit, bon, voilà, peut-être que l'école de commerce était, on va dire, la voie la plus pertinente, en tout cas pour moi, à la sortie de Terminal S. Et quand tu étais en école de commerce, après déjà, est-ce que tu as retrouvé un petit peu ce que tu cherchais, justement, le relationnel, l'empathie, etc. C'est des choses que tu as appris en école ou que tu as, on va dire, développé là-bas? Alors c'est une bonne question. En fait, je m'étais dit que j'allais pas apprendre grand-chose en école de commerce, mis à part enfin, les parties techniques de comptabilité, finance, etc. Et en fait, l'école de commerce, ça te permet à la fois en fait, d'avoir ce côté un peu théorique et de le mettre en pratique, mais soit à travers les stages, mais aussi au niveau des associations. Donc en fait, c'est en rejoignant un peu le bureau des élèves à l'époque où finalement je me suis rendu compte que tout ce qui était communication, tout ce qui était relationnel, côté démarchage au niveau des, des, des- des fournisseurs, etc., ça me permettait en fait encore plus de développer ce côté relationnel en fait qui me plaisait tant quand j'étais encore même au collège ou au lycée quoi. Donc ouais, l'école de commerce m'a permis en fait de professionnaliser on va dire cette partie-là relationnelle. Et en fait, c'est surtout ton expérience dans le BDE. Moi, c'est vrai que j'étais en école de commerce et j'avais pas forcément rejoint une asso parce que je m'étais dit, je sortais d'une fac de droit qui avait été hyper exigeante et du coup, je voulais un peu, tu vois, lever le pied. Et du coup, je l'ai pas fait. Et c'est vrai que souvent, on me dit que ça peut être hyper professionnalisant, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, t'as fait ton école de commerce et t'as voulu te spécialiser dans la grande distrie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser là-dedans? Alors déjà en fait je suis un fan de magasins depuis tout petit. C'est-à-dire qu'en gros quand j'étais plus jeune, j'adorais aller faire les courses avec mes parents le mercredi après-midi chez Carrefour à Sartrouville. Donc en gros, je me suis toujours plu un peu dans ce monde-là, sans me dire que j'allais travailler dedans, bien sûr. Et c'est donc en première année d'école où, voilà, en gros, on a un prêt sur le dos, et fallait que j'ai quand même un peu d'argent qui rentre à côté. Je vivais quand même encore chez mes parents, mais je voulais avoir quand même un argent de poche autrement. Donc petit job en fait où j'étais caissier chez Métro, Métro Cache-and-Carry à Nanterre, où en gros je bossais tous les samedis de 8h à 18h. Donc j'avoue c'était parfois complexe parce que vu au BDE il y avait souvent des soirées le vendredi. Ouais. Ça finissait à 3h, le temps de ranger à 4h30. Je rentrais, petit dodo de 3h et après je repartais au boulot en tant que caissier. Et c'est vrai qu'en tant que caissier, en gros, le principe il est très simple, c'est de discuter un peu avec les clients. En plus, c'est des clients professionnels chez Métro, donc des épiciers, des restaurateurs. Et en fait, j'adorais ce monde-là. Tu vois. Alors, pareil, me promener dans les rayons, etc. Donc en fait, naturellement, j'ai fait donc Métro. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire un apprentissage chez eux en marketing et en achat pendant 2 ans. Donc là, ça m'a confirmé et conforté dans le choix que je voulais être dans la grande distribution. Ensuite, j'ai voulu voir de l'autre côté. J'ai fait 6 mois chez Unilever en catégorie management pour le client Leclerc. Donc j'étais là sur tout ce qui était lessive et personal care, donc tout ce qui est brosse à dents, dentifrice, etc. pour le compte de Leclerc. Et voilà. Donc en gros, ça c'était mes stages et apprentissages en école. Donc quand j'ai décidé en gros de sortir de l'école et trouver un boulot, en fait j'ai fait que postuler chez Carrefour, Monoprix, Fnac, Darty, etc. Et une chose qui était peut-être un peu rare, j'avais eu 3 réponses en même temps. C'était Monoprix, Métro et la Fnac. Et une semaine avant de donner la réponse, en gros, Carrefour m'a appelé pour un entretien, pour être chef de produit. J'ai fait l'entretien et par contre, je leur ai dit que j'avais déjà des oui à côté. Donc, il fallait qu'ils décident assez vite de me choisir. Et en gros, c'est ce qui s'est fait. Donc, en fait, j'ai fait juste un entretien d'une demi-heure et la semaine d'après, j'avais une proposition de CDI chez Carrefour. Donc, j'ai dit non aux 3 autres et j'ai dit oui à Carrefour. Donc, voilà, c'est depuis finalement tout petit que j'étais fan de magasins et finalement ça a continué après.
Et quand tu étais petit, tu dis que tu adorais aller faire les courses avec tes parents le mercredi. En général, c'est un peu, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu la corvée quand même. Enfin, moi, je sais que j'aimais pas trop ça. À part quand on se promenait dans les rayons bonbons et jouets. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'aimais là-dedans? Hum, Alors, c'est que trouver des mots dessus, ça peut être compliqué. Mais en gros, je pense que c'est l'ambiance du magasin. C'est-à-dire qu'en gros, alors je considère pas du tout ça comme une corvée, même maintenant finalement. Mais ce qui m'intéressait, ou ce qui me faisait kiffer quand j'allais au magasin, déjà c'était toujours un peu tu sais, quand t'es petit, tu montes déjà sur le caddie, sur le côté, là tu t'amuses à aller dans les allées, dans les rayons. Et en fait, c'est juste flâner, c'est voir les différents produits, la nouveauté, ça ce produit je le connais pas, tiens, est-ce qu'on peut le tester? C'est d'aller au rayon fruits et légumes et de choisir tes fruits, les sentir. Mes parents, ils sont assez fans de tout ce qui est ouais, fruits et légumes, etc. Donc en gros, ils t'aident à choisir. Donc c'est vrai que tu as une vraie pédagogie en fait dans le choix de tes produits. Et c'est ça en fait qui me faisait envie d'aller en magasin en fait tous les mercredis après-midi, quoi. Et donc après, donc t'as fait un stage, enfin pas un stage, mais t'as fait un petit boulot à côté de tes études qui a un peu confirmé ton goût justement pour Mm. le magasin. Ça c'est hyper intéressant parce que, enfin c'est vrai que quand on fait des études, des fois, on n'a pas forcément le temps à côté de faire un petit boulot, mais toi ça t'a permis aussi de, bah, justement, de confirmer ce goût, et après de faire en plus un apprentissage sur 2 ans. Et ça permet aussi de se diriger, je suppose, si tu as un peu des doutes, au moins là tu touches vraiment de plus près le métier, donc c'est ce qui t'a donné envie après de te lancer là-dedans, quoi. Mm. Exactement. C'est vrai que je n'ai pas parlé, mais en gros, j'avais fait quand même un stage dans une boîte industrielle qui s'appelait Alcatel-Lucent, donc qui n'existe plus maintenant, mais gros boîte industrielle, profil ingénieur, etc., où j'étais acheteur là-bas. Et en fait, pareil, cette expérience m'a un peu confirmé que j'avais besoin d'être proche du produit euh, et d'avoir vraiment d'avoir un impact sur le consommateur un peu lambda, le français un peu lambda. Et en fait, vraiment, cette expérience aussi, elle m'a conforté sur le fait que en fait, j'avais besoin d'être plus proche des consommateurs et donc des clients. Et donc la grande distribution, quoi de mieux en fait pour toucher directement les Français. Et du coup, tu as fait 4 ans chez Carrefour, mais là, du coup, tu plus en magasin, en fait. Tu étais, Mm. on va J'étais dire, au aussi. siège. Et tu faisais quoi exactement? C'était quoi ton rôle? Alors j'étais, le terme c'est chef de produit, Carrefour pour l'Europe. Donc c'est pour ça que je voyageais pas mal en France, Belgique, Espagne et Italie. Je m'occupais à la fois du développement produit des lessives. Quand je dis développement, en gros c'est création de toute l'identité visuelle. Donc je briefais les agences de packaging, etc. La partie sourcing, donc je trouvais en gros un fournisseur ou une usine en Europe qui était capable de faire la même chose qu'un Ariel ou qu'un Pampers. Et ensuite, je faisais un peu de commercial. C'est en gros, à partir du moment où l'innovation MDD est lancée, c'est ensuite vendre cette innovation auprès des différents pays. Donc tout ce qui est manager marketing de chaque pays qui ensuite se disent ah ok, bah, je vais en commander 100 000 par an, 200 000 par an, etc. Donc voilà, en gros c'est ce que j'ai fait chez Carrefour pendant 3 ans et demi. J'ai changé de famille, des lessives, je suis passé à tout ce qui est baby care, donc les couches, les laits de toilette, etc. Donc je connais pas mal le bébé maintenant. Et voilà, donc ouais, c'était poste de chef de produit pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et tu t'es retrouvé là-dedans dans le sens où bah, tu n'avais plus trop l'ambiance magasin, le rapport avec les clients directs, peut-être qu'on l'a moins. Est-ce On que... l'avait via des réunions conso. En Ok, gros, on mettait en place une fois par mois un peu des réunions consommateurs pour qu'ils puissent, je sais pas, le choix du parfum de ton gel WC. Voilà. Est-ce que c'est plus lavande? Est-ce que c'est plus marine? Est-ce que c'est plus eucalyptus? Donc on les faisait tester ça. On testait ce qu'on appelle un peu la rémanence du parfum pour savoir si quand tu tires la chasse d'eau, tu sens encore un peu le produit. Donc en fait, il y avait ce côté consommateur, là beaucoup plus orienté produit. C'est vrai que j'allais moins en magasin. Mais après, j'y allais quand même pour voir déjà le merch de mes produits en magasin. Donc c'est vrai que ce qui était kiffant, c'est un peu ça aussi, c'est se dire, bah, je développe un produit, une identité visuelle, et je le retrouve en fait en en magasin, magasin. quoi. Et franchement, ouais, c'est une expérience que je regrette pas du tout, parce que j'adore en parler encore maintenant, parce que en gros, on était une équipe de, je pense, ouais, 100 chefs de produits, donc sur tous les produits Carrefour. Et en fait, ouais, ça.
En fait, ça nous faisait kiffer parce qu'en gros, tu développes tes propres recettes, ta propre identité visuelle. Moi, j'ai un pote qui, en gros, avait même, parce qu'il avait pas trop de budget pour développer ses boules caisses, en gros, il a vu avec l'agence pour se prendre en photo et en gros, maintenant, sur tous les boules caisses Carrefour, bah, t'as sa tête en fait dessus parce qu'il avait pas d'argent pour payer un mannequin pour faire ça, quoi. Ok, donc c'était un peu vous qui faisiez Ouais, un peu exactement. votre produit et après, en plus, tu le vois en magasin, donc c'est un peu aussi une fierté. Tu vois le résultat de ton boulot, quoi. C'est ça que t'as aimé. Donc t'as fait 4 ans et t'es passé dans le conseil. Donc là, tu bossais pour des boîtes de la distri. Et est-ce que là, à ce moment-là aussi, tu retrouvais ton compte, tu t'arrivais à te retrouver là-dedans Alors, je m'y suis retrouvé pour une raison, c'est que le conseil te permet en fait de rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés avant. C'est-à-dire que c'est des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, des directeurs financiers qui en gros, eux, ont une vision assez stratégique et lointaine de la boîte. Donc ça peut être chez Carrefour, chez Leclerc, chez Franprix. J'ai travaillé aussi pour la grande épicerie. Et en fait, ce qui m'alimentait en fait en conseil, c'était pas de faire des slides ou de faire des analyses Excel, mais en gros, c'était un peu toutes les interviews qu'on pouvait faire en début de projet avec ces gens-là, où finalement, je posais peut-être un peu plus de questions que je devrais, mais parce que en fait, ça m'intéressait de comprendre leur rapport avec la distribution, leur rapport avec les clients, les objectifs un peu stratégiques de chaque boîte. Et en fait, moi, c'est ce côté-là qui m'a alimenté pendant 2 ans et demi, quoi. C'est après faire des slides, faire tout ça, on va dire, c'est juste un moyen d'eux. Mais derrière, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était juste de rencontrer des gens et d'avoir leur vision sur le retail. et c'est ça enfin, c'est pour ça que t'es passé dans le conseil justement pour un peu toucher ces personnes-là qui étaient un peu plus haut placées, on va dire. Ouais, bah, la raison principale, c'était celle-là. La deuxième raison, c'était pour me structurer. Quand tu es chef de produit en marketing, tu as un peu le côté un peu créa, donc tu fais un peu ce que tu veux, mais t'es pas très structuré. Et tous les consultants avec qui j'avais travaillé auparavant, je les voyais qu'ils étaient ultra structurés en termes de messages, en termes d'analyse, etc. Donc typiquement, voilà, c'était la deuxième raison pour laquelle je voulais rejoindre le conseil. C'était ouais, qu'on me structure et qu'on me cadre en fait sur une réflexion plus stratégique que simplement opérationnelle. Et aujourd'hui, tu te sens plus cadré du coup et plus structuré. Ouais, complètement. J'ai encore les travers du conseil en fait là même je vois avec Stories avec les employés qu'on peut avoir ouais, de faire un peu trop de retour sur les slides en disant maintenant il faut aligner tout ça, c'est pas la bonne police. Donc je pense que quand tu fais un passage dans le conseil, en fait ça t'apprend en gros d'être plus structuré et que le message soit clair dès le début. Et je pense que ça peut aider n'importe qui et n'importe quand d'avoir fait ce passage en conseil. T'as quitté le conseil là il y a 1 an et demi, 2 ans pour monter ta boîte. Donc t'as monté ta boîte avec ton associé Victor. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ta boîte? Alors, j'avais jamais vraiment pensé être entrepreneur. Victor, oui. Quand lui était directeur de magasin Carrefour avant. Et bon, bref, je le connaissais pas quand il était chez Carrefour. Et en fait, on est arrivé en même temps en conseil. Et lui, en fait, dès le début, donc voilà, on a lié d'amitié, on est devenu potes, voilà, on faisait de restos, de bars ensemble. Et lui, en fait, dès le début, il m'avait dit moi, je fais juste du conseil pour m'ouvrir des portes pour ensuite, est-ce que je crée ma boîte. Il m'avait toujours dit ça. Il n'avait pas obligatoirement de domaine particulier. Ça peut être dans l'art, dans l'histoire. Bref, il avait plein de sujets. Et à un moment, en fait, je me suis pris un petit peu au jeu en me disant ah bah tiens, on peut faire un petit projet en parallèle en fait du conseil. C'était une période en plus où on avait beaucoup de boulot, mais n'empêche qu'on se voyait le mardi soir autour d'une bière pour discuter de qu'est-ce qu'on allait faire et autres. Et donc c'est finalement petit à petit où je me suis pris goût en me disant ah bah, finalement on fait plein de projets, on donne plein de conseils, on crée des business plans, etc. Et pourquoi finalement je le ferais pas pour mon compte plutôt que le faire pour quelqu'un et être payé pas au lance-pierre non plus, mais être payé pas on va dire en dessous de ce que vraiment je peux apporter. Et c'est comme ça qu'en gros on a commencé à tirer le fil et à réfléchir à plein de projets. On avait toujours ce projet de se dire on fait quelque chose dans le retail parce que on vient de là et
ça nous fait kiffer. Et naturellement, on est arrivé sur l'animation dans les magasins. Après une expérience où on avait bossé ensemble pour la grande épicerie de Paris. Et quand on a fait cette mission, on s'est dit, mais si tous les magasins en France pouvaient un peu ressembler à la grande épicerie, non pas en termes d'offres, parce que c'est des offres avec des paniers moyens qui sont assez importants, mais juste se dire, ah ben moi client, je vais dans la grande épicerie, waouh, je vis une grosse expérience client parce que le merch, les produits, les animations me font que ben, je viens dans ce magasin parce que j'ai une expérience client qui est forte. Et donc on se disait que on voulait que chaque magasin en France puisse ressembler à la grande épicerie. Et donc en fait, c'est ce que vous faites un peu chez Stories. On n'a pas expliqué ce que c'était Stories. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta boîte du coup? Story, donc ça a évolué avec le temps, mais on est resté là, on a une bonne accroche sur Stories. En gros, on rend concret et visible le mieux consommé dans les magasins à travers des animations. Quand je parle d'animation, c'est pas l'animation classique un peu de marque, de la dégustation de saucisson ou de la conseillère beauté. C'est en gros faire intervenir des experts du mieux manger, du mieux consommer. Donc c'est des diététiciens, des naturopathes, des chefs cuisiniers qui vont en fait sensibiliser le grand public sur le mieux manger à travers des animations. Donc ça peut être la découverte des fruits et légumes de saison, ça peut être des ateliers do it yourself sur comment fabriquer son produit ménager, ou encore des animations sur le bien-être dans l'assiette ou cuisiner anti-gaspi. Donc voilà, on fait intervenir des chefs cuisiniers qui sont spécialisés dedans. Voilà. Donc en gros, c'est apporter vraiment cette sensibilisation dans les magasins sur le mieux manger. Donc juste pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, juste avant, ça a duré combien de temps la période de réflexion avec Victor avant de monter votre boîte? Alors, ça a duré 1 an, presque 1 an et 2, 3 mois, même je dirais. Parce que du stade juste d'idée et de projet, ça a duré peut-être 6 mois. Ensuite, on a eu cette période où on se posait des questions de financement, de se dire comment est-ce qu'on lance tout ça. Parce que c'est vrai que tout début de Stories, on voulait faire un peu un Airbnb de l'animation, donc ce qui impliquait d'avoir un produit, on va dire, tech. Et donc en gros, c'était un peu renseigné auprès des agences digitales et autres, agences web. C'était quelques cas euros en fait à mettre sur la table. Moi, en parallèle, j'avais quand même le projet d'acheter un appartement. Donc, c'est vrai qu'on était arrivé sur une période où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a de l'argent de côté, mais à quel moment est-ce qu'on se lance? Victor était impatient. C'est-à-dire qu'en gros, lui, à partir du moment où il s'est dit, c'est bon, on est prêt, on a trouvé l'agence, on va mettre cet argent-là, je pars du conseil et je vais me lancer. Moi, j'ai ce truc peut-être plus prudent à me dire, non, mais tant que pour l'instant, on n'a pas encore j'ai pas une porte de sortie, entre guillemets, de toucher le chômage, d'avoir un peu de financement. J'y vais pas. Ça, c'était en gros c'était en 2017. C'était mi-2017. Et après, on s'est donné une date qui était en gros le juillet 2017, à se dire, bon, maintenant, il faut qu'on décide. Soit on y va, soit on n'y va pas. En gros, il y avait 15 000 euros chacun à mettre sur la table. Et moi, donc, j'ai pu négocier, on va dire, de partir et de trouver un CDD à côté chez Leclerc, donc ce qui était en gros mes anciens clients. Donc la directrice marketing Leclerc m'a fait confiance en me disant ok, ben, tu seras mon attaché de direction pendant 6 mois. Donc j'ai accepté parce que voilà, je savais qu'après, dès janvier 2018, je pouvais me lancer sur Stories. Donc ouais, c'est 1 an et demi. Je sais pas si si finalement on n'aurait pas pu attendre un peu plus ou est-ce que ça aurait été plus long. Je sais pas si c'est un bon timing, mais en tout cas voilà, on l'a fait de cette manière-là. Et au moins, vous avez bien préparé votre départ, c'est-à-dire que pour toi, c'était hyper important, justement, ton côté peut-être un peu prudent, mais c'est aussi important de préparer un petit peu cette transition, parce que bah voilà, quand on touche un salaire dans le conseil, etc., pour ensuite monter sa boîte, forcément, bah, on sort un peu de sa zone de confort. Toi, ça te faisait peur à l'époque, un petit peu, justement ça? Ouais, complètement. Ouais, c'est peut-être ce côté prudent ou de réassurance où j'avais besoin en fait que ma famille me dise ouais, vas-y. Et quand j'en ai parlé, je sais pas, dans ma tête, je pensais qu'ils allaient dire non, vaut mieux rester en conseil, c'est un peu le confort et tout. Finalement, ils m'ont dit non, non, mais franchement, vas-y. De toute façon, t'as pas grand-chose à perdre.
Et en fait, là, je m'étais mis à ce moment-là un autre objectif en me disant, bah voilà, j'arrive à 30 ans. De toute façon, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être pas plus tard. Donc, autant le tenter, l'aventure maintenant, juste avant les 30 ans. Et comme ça, on verra ensuite. Donc, vous avez monté Stories, donc là, ça fait 1 an et demi. Tu retrouves un petit peu ton rapport au client, ton rapport au magasin direct, dans ce que tu expliquais. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle concrètement chez Stories Alors, en 1 an et demi de création, donc j'ai eu beaucoup de rôles. Rôle commercial, rôle qu'on appelle un peu responsable opération, donc la mise en place de ces animations, le contact avec les magasins clients et les intervenants experts de stories, de com, de RH, de comptable. Donc on a, voilà, en gros, que ce soit Victor et moi, on avait un peu des multi-rôles. Ça a duré 1 an, ce côté multi-rôle. Et en fait, on commence tout juste à commencer à se structurer en termes de position. En gros, l'équipe a grandi. Donc on a 2 stagiaires qui sont arrivés. Il y a 2 personnes qui arrivent à nouveau dans les mois à venir. Donc il était important en gros de structurer la société de cette manière-là. Donc en gros là, donc ça date de pas longtemps, mais Victor prend la partie des opérations, donc en vraiment la gestion des animations. Et moi en fait je prends ce qu'on appelle l'avant-vente, les ventes et la fidélisation. En fait c'est ce côté finalement peut-être relationnel qui fait que en gros je me sens beaucoup plus à l'aise dessus, sans être non plus le requin en termes de commercial. Mais j'aime en fait cette partie-là, marketing vente, où finalement tu discutes avec tes interlocuteurs, tu essaies vraiment de comprendre ce qu'ils veulent. Et ensuite, bah, c'est peut-être le conseil aussi qui m'a appris un peu à faire ça, à finalement voir exactement un peu les problématiques des gens et des clients qui sont en face pour leur proposer la meilleure proposition commerciale derrière. Donc en gros, on s'est réparti les rôles de cette manière-là. Et ensuite, de manière transverse, Victor s'occupe de la partie technique et moi j'ai en fait toute la partie genre RH, finance. Comment vous êtes répartis ces rôles? Vous êtes mis autour de la table et vous avez réfléchi à tout ça, ou c'était déjà peut-être des rôles que vous assumiez et qui vous donnaient envie? Ça s'est passé comment avec Victor? Au début, on était tous les deux commerciaux. On adorait, enfin, que ce soit Victor et moi, on aime faire ça. On se répartissait les clients. J'avais en gros Carrefour, lui il avait Carrefour Market, j'avais Leclerc, il avait Intermarché. On s'est rendu compte que même si ça pouvait fonctionner à court terme, à moyen terme, il fallait que les informations soient fluides entre Victor et moi et les autres potentiels employés. Donc on s'est un peu forcé à se dire bah, quel rôle est-ce qu'on prend. Alors j'imagine quand c'est un grand groupe où il y a X mille personnes, donc la communication c'est pas leur fort. Alors je me disais putain, même à 4 finalement ça peut être compliqué d'avoir le même type d'information. Alors qu'on se voit quand même tous les jours, mais bon il y a des choses qu'on oublie, etc. On fait pas des comptes rendus sur tout. Donc c'est là où on s'est dit bon faut vraiment qu'on structure tout ça. Et surtout avec l'équipe qu'on a là, parfois bah, normal on avait 2 sons de cloche. Donc bon, il n'y avait pas d'embrouille, mais en gros, il y avait 2 sons de cloche sur un sujet qu'il fallait faire. Donc là, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on structure et que chacun soit responsable, on veut dire, de son périmètre d'activité. Bon, après, je me doute que c'est ce que disent toutes les personnes qui se lancent, c'est qu'au début, tu es un peu obligé de faire couteau suisse. Mais donc, tu dis que voilà, il y avait 2 sons de cloche, donc c'est peut-être un peu des difficultés. Si c'était à refaire, est-ce que vous t'essaierais de répartir directement les rôles, ou tu penses que de toute façon, c'est pas possible? Au début, on est obligé de tout faire, et après, au bout d'un moment, quand ça commence à rouler, enfin à rouler, pas à rouler, mais voilà, au bout d'un moment, il faut se structurer. Alors en prenant du recul, ouais, il aurait fallu structurer dès le début et que les choses et les rôles soient clairs dès le début. Maintenant, quand on est dans le monde ouais, de l'entrepreneuriat, on rencontre plein d'autres boîtes, plein d'autres startups, etc. En fait, j'ai l'impression que même si tout est écrit dans les livres, parce que tu as plein de personnes qui sont inspirants, qui parlent de leurs expériences, etc. Bah, finalement, tu te rends compte que même si c'est déjà écrit dans les livres, en fait, tu as besoin de passer par là pour toi-même te structurer. Donc oui, avec du recul, genre, on se sera structuré, mais on sait que de toute façon, on devait passer par là pour en gros grandir et plutôt voilà. Donc voilà. Mais donc je pense que n'importe qui en fait qui lance sa boîte est obligé de tout faire. Et puis en plus, ça permet aussi de voir un peu la globalité de la boîte, comment ça fonctionne.
pour plus tard justement transmettre ça, peut-être former les nouvelles recrues. C'est aussi hyper important d'avoir touché à ce qu'ils font aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. On doit toucher à tout sans être expert. De toute façon, le fait de créer la boîte et de recruter, en fait, c'est toujours se dire de te faire accompagner par des gens qui sont meilleurs que toi. Donc, même si tu touches un petit peu au RH, finance, marketing, commercial, le but, c'est de finalement se recruter, construire une équipe qui apporte plus que toi, tu pouvais apporter sur le poste. Et c'est un peu notre volonté là, c'est se dire, nous, dessus, on est un peu humble, c'est qu'on sait qu'on peut pas tout faire. Et par contre, on sait bien s'accompagner de gens qui vont apporter leur valeur ajoutée et qui vont apporter plus que nous, on a apporté à la boîte. Il y a des choses, il y a d'autres choses qui ont changé entre le début et maintenant, des choses qui ont évolué. Alors, si, très simple, c'est que au tout début, c'était très artisanal. On avait cette idée, là, quand j'ai dit tout à l'heure, de faire ce Airbnb de l'animation. Finalement, on avait un peu péché par conviction, en se disant que c'est exactement ce qu'on voulait, et peut-être qu'on voulait créer cet usage qui est très B2C vers un B2B. Et en fait, on s'est complètement planté. Lorsqu'on a présenté la plateforme à des directeurs de magasins, en fait, ils ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce qu'un tel était plus cher que l'autre? Comment est-ce que je commande? Bref, je pense que la partie parcours client internet était pas du tout fluide et même répondait pas du tout à l'usage des magasins. Donc là, on s'est posé avec Victor. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on sait faire? C'est faire du conseil. Donc on va faire du conseil en animation. Et Carrefour nous a appelé à ce moment-là parce qu'il avait vu que on communiquait sur des animations autour du bio et autres. Et en fait, on a travaillé en mode un peu conseil, à se dire, voilà, en gros, quels sont les personas des profils des intervenants qu'on voulait faire, donc des chefs cuisiniers, des naturopathes, des diététiciens, des agriculteurs bio, etc. Sans avoir obligatoirement une communauté derrière. Mais en tout cas, de l'esprit, on avait des gens qui pouvaient correspondre à ça. Et là, en fait, Carrefour a acheté, s'est dit, a voulu nous faire confiance dessus. Et c'est là où tu avais quelqu'un en startup qui nous avait dit, de toute façon, il faut vendre avant de fabriquer. Donc c'est un peu le même système qu'on a fait là, à se dire, ok, on attend d'avoir vraiment le besoin du client, de savoir à peu près combien il est prêt à mettre, pour ensuite proposer quelque chose. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et de manière très artisanale au début, on trouvait des gens, on leur disait quoi faire. Voilà, on va faire une animation sur le sans gluten, sur les fruits et légumes de saison, etc. Et ensuite, on avait un fichier Excel qui nous permettait de voir le magasin, les dates d'animation et qui est-ce qu'on mettait. Et on faisait un fichier Excel sur les guides de préparation, les fiches recettes, etc. Donc ça, c'était au tout début. Donc au tout début, c'était il y a 1 an en fait. Et maintenant, depuis, en fait, on peut pas fonctionner de la même façon de 5 animations, 10 animations à aujourd'hui, on est à près de 500 animations qu'on gère à, on va dire, ouais, 4. Donc le but, c'est d'automatiser. Et donc en gros, ce qui a vraiment changé entre le début et maintenant, c'est qu'en fait, tout est automatisé. Donc il n'y a plus de Excel. On automatise tout sur notre outil, un peu de CRM et de gestion de projet. Où en gros, on arrive à gérer. Là, le plus gros qu'on a fait, c'était il y a 2 mois de ça. On a géré en une semaine à peu près 50 animations. Donc dans 50 magasins différents. Et ça, c'est grâce à l'automatisation et l'outil qu'on est en train de développer dessus. Ouais, quand ça commence un petit peu à grossir, il faut automatiser parce que de toute façon, tu peux plus suivre avec un fichier Excel, quoi. Et du coup, vous avez donc ce que tu expliques, c'est que vous avez un petit peu pivoté d'offres parce qu'à la base, vous aviez une idée, une idée, on va dire un peu toute faite dans votre tête, c'est ce que vous vouliez. Et c'est justement en se confrontant aux clients que vous avez pu pivoter. Et tu dis que ce qu'on t'avait dit, c'est il faut d'abord vendre avant de construire. Est-ce que c'est quelque chose maintenant que tu conseillerais à des gens qui se lancent de d'abord voir vraiment le besoin client avant de se fabriquer une idée dans sa tête, quoi? Alors, complètement. Quand je t'ai dit tout à l'heure qu'on a lancé en janvier 2018, notre première vente, on l'a fait en septembre 2018. Donc il y a eu 7 mois, 8 mois, où on était encore à fond sur cette plateforme-là. Et avec du recul, en fait, ces 6-7 mois-là nous a permis en fait de nous dire que ouais, en fait, il faut vraiment vendre avant de fabriquer. Il y a plein de boîtes en gros qui aujourd'hui se lancent sur juste une idée et qui réussissent pas parce qu'en fait, soit c'est pas un besoin
client, soit le client n'est pas prêt à mettre de l'argent en fait sur leur solution ou leur service. Donc avant même, je pense, de lancer ta boîte, tu as toujours en fait un travail à faire de prospection, de voir si le client il est vraiment intéressé. Donc après, il y a plein de moyens de le faire, hein. Il y a juste l'échange avec quelqu'un, mais ça peut être aussi la création de landing page pour voir s'il y a des gens qui sont prêts à mettre leur adresse mail dessus. Comme ça, tu vois l'appétence en fait des clients sur tel ou tel produit. Et à partir du moment où tu vois qu'ils sont prêts à acheter et à mettre de l'argent, bah là, à ce moment-là, tu commences ton activité. Mais avant, ça reste juste, on va dire, juste un stade d'idée, quoi. Donc ouais, donc si c'était à refaire, vous l'auriez fait plutôt dans ce sens-là. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que quand j'entends un peu autour de moi, quand on a envie de lancer quelque chose, forcément, on reste un peu dans notre coin et on réfléchit à l'idée, on bûche dessus, on se dit ah ouais, ça va être super, alors qu'on n'a pas forcément les connaissances justement du marché, des vrais besoins clients. Et après, on se lance. Mais ce que tu dis, c'est que vous vous êtes lancé, c'était pas le test numéro un, c'était pas le bon. Et après, vous avez pu pivoter assez facilement. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais après, vous avez enchaîné et signé avec Carrefour, c'est ça? Mm. Les deux solutions marchent aussi, quoi. Donc, à vos débuts, comment ça s'est passé? Parce que est-ce que vous y connaissiez quelque chose en création de boîte, tu disais que Victor aussi, il avait été dans la grande distrie et dans le conseil. Donc toi pareil. Et vous êtes lancés tous les deux. Est-ce que ça a été compliqué de savoir comment on gère la création d'une boîte, quoi? Ah ouais, ouais, complètement. Même sur des trucs un peu basiques, on va dire de la création des statuts, où est-ce que tu dois déposer au niveau du greffe, en fait tous ces trucs-là un peu de ouais, droit et comptabilité au début, en fait on n'y connaissait rien. Après c'est pas compliqué, mais en tout cas t'en fais une grosse montagne au tout début, parce que tous les gens te disent ah, il faut bien choisir ton objet social, il faut tout. Donc heureusement on est accompagné dans l'entourage par des gens libéraux, enfin en gros des avocats ou des experts comptables, donc qui nous ont aidés dessus. Mais c'est vrai que la création de boîte, en fait, on n'y connaissait rien. Et un autre sujet, c'est que l'animation, on n'y connaissait pas grand-chose non plus. En fait, nous, on avait juste ce côté où on connaissait le retail au global et qu'on avait un projet et qui était vrai, qui était de comment est-ce que tu arrives à remettre de la vie en magasin à travers des animations. Donc, l'animation, on n'y connaissait rien. La création de boîte, on n'y connaissait rien. Mais après, tu apprends sur le tas. Tu t'entoures des bonnes personnes qui vont te conseiller. Donc, ça passe, c'est ton entourage, c'est tes amis, c'est des incubateurs qui, en gros, te donnent un peu les bonnes pratiques à faire, même si tu es quand même livré par toi-même. Donc, en gros, c'est toi qui le fais, même si tu as des conseils, mais c'est quand même toi qui le fais. Donc, tous les conseils sont pas à prendre au mot près, mais en tout cas, ça permet d'avoir une ouverture. Et en confrontant un peu dans les incubateurs, de parler avec d'autres boîtes, en fait, ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite dessus. Donc ce que tu conseilles un peu, c'est quand on s'y connaît pas, d'essayer de s'entourer, que ce soit d'amis ou de proches qui ont lancé leur boîte, et aussi de réseaux dans le milieu de l'animation, etc. Pour un peu comprendre, mais que c'est pas du tout insurmontable d'apprendre sur le tas, quoi. Ouais, exactement. Faut se lancer, tout simplement. Faut tester. Bon, c'est un truc à la mode, mais en gros, le test and learn, c'est vrai. Tu testes, ça fonctionne, bah, tu continues. Si ça fonctionne pas, tant pis, tu changes de direction. Et l'avantage d'être dans une petite structure, une petite boîte ou ta boîte, en fait, c'est que tu peux tout tester par rapport à une grosse société où tu as plein d'acteurs et de personnes qui valident et autres. De toute façon, quand tu lances ta boîte, le seul truc que tu as, c'est du temps, en fait. Donc, c'est en gros, c'est comment est-ce que tu arrives au plus vite d'arriver à trouver ton modèle économique, trouver tes clients, trouver ton offre. Et c'est le temps, en fait, que tu as seulement parce que tu n'as pas d'argent pour je sais pas, payer des prestataires pour réfléchir pour toi, etc. Donc, en gros, de toute façon, tu dois te faire par toi-même et de forcer un petit peu pour bah, voilà, apprendre un peu plus sur le secteur que tu connais ou que tu connais pas, mais en tout cas, tu t'es informé sur le sujet. Et ça te plaît d'être... tu parles un peu de liberté, d'être plus libre de faire ce que tu as envie de faire, dans le but forcément de gagner de l'argent, de trouver des clients, etc. Est-ce que c'est agréable d'être libre comme ça par rapport à quand tu travaillais dans des grosses boîtes où tu avais peut-être un peu plus de cadre? Comment tu gères la différence? Alors j'adore ouais, cette liberté. Je pensais pas l'avoir autant. Je l'avais un peu en conseil, même si tu es bien cadré par tes responsables.
Mais le fait de lancer ta boîte, en fait, c'est toi-même qui es ton propre responsable. Le seul problème, c'est que maintenant, j'y pense tout le temps. C'est-à-dire, le week-end, j'y pense. Bon, après, j'arrive bien vraiment à faire dissocier le pro, le perso, etc. Mais n'empêche que le week-end, ouais, je pense à Stories. Donc, je me note à chaque fois des petits trucs à faire pour la semaine d'après. Donc, c'est vrai que ce côté liberté, en fait, ouais, me plaît et me dit que si demain, moi, je pense pas, parce que je pense que Stories va rester, enfin, il va se développer encore plus fortement. Mais je pense que ce sera compliqué pour moi de revenir dans un circuit un peu, on va dire, classique ou traditionnel, une structure et autres. Ouais, maintenant t'as Quand pris t'as goût à goûté. ça. Ah ouais. Je pensais pas, et franchement, je pensais pas, parce que je me plaisais quand même bien dans l'entreprise. Mais ouais, en fait, quand tu goûtes, je pense que c'est à partir du 6e mois, où là tu te dis, eh ben, en fait, je suis maître de moi-même. Si je fais rien, de toute façon, ça plante. Donc, ouais, ce côté liberté, en fait, me plaît. Et c'est quoi, pour toi, les autres différences que tu as remarquées entre peut-être grande boîte, vraie structure et monter sa boîte et d'être dans une petite structure et en plus d'être, on va dire, le cofondateur, donc le responsable. C'est quoi les différences? Qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés? Comment tu pourrais décrire ça? Alors, je vais te prendre un exemple concret. Donc, aujourd'hui, on travaille avec la plupart des grands distributeurs, donc les Carrefour, Leclerc, Intermarché. On prend le focus particulier sur Carrefour, qui est notre client principal. La grande boîte, tu as plein d'interlocuteurs divers. Et la complexité, c'est de trouver en fait la personne qui va mettre de l'argent ou qui va décider. Tout le monde se dit un peu décideur, mais finalement, il n'y en a qu'une ou deux personnes qui a le porte-monnaie pour pouvoir le faire. À l'inverse, au niveau de la startup, là dans le cas de Stories, en fait, on est deux à décider, mais si on décide, je veux dire, dans la journée, c'est fait. Dès qu'il y a un projet où on se dit, il y a une offre à faire là, ou il y a peut-être un truc de com à faire, franchement, dans la journée, on commence à initier les bases pour pouvoir le faire. Ce qui n'est pas le cas dans une boîte, par exemple, comme Carrefour, qui ont X mille projets par an, et finalement, il n'y en a que 5 ou 6 qui finalement sont faits. Donc rien que ce fonctionnement de action-réaction, en fait, ouais, c'est ça qui fait la grande différence, je pense, entre la petite boîte comme nous et la grande boîte. Après, de toute façon, la grande boîte et la petite boîte ont besoin de travailler ensemble pour s'ouvrir, que ce soit sur la structure, que ce soit sur ce qu'on appelle l'open innovation, etc. Mais voilà, on a besoin de collaborer ensemble, tu vois, pour bosser. Et toi, tu trouves ça plus cool justement que ce soit plus rapide quand tu as une idée ou quand tu as envie de faire quelque chose, de pouvoir le faire directement plutôt que d'attendre l'aval de ton N+1 puis de ton N+2 et que ça redescende vers toi. Ça, c'est plus agréable au jour le jour. Ah, c'est plus agréable parce qu'en fait, je pense que Après, c'est sans faire de cas général, mais tu prends l'exemple de chez Carrefour, sinon pour faire quelque chose, tu dois justifier, tu dois faire des prêts, tu dois prouver que ça fonctionne. Donc, je sais pas, tu perds, allez, en temps passé dessus, tu perds, je sais pas, 3, 4, 5 jours dessus. Alors que dans une petite boîte, tu lances l'idée, t'en parles, tu échanges, tu fais peut-être, oui, juste une notion de coût, combien ça va coûter et combien ça rapporte, et go, quoi. Donc, en gros, ça prend 1 heure peut-être à faire ça. En plus, surtout que, enfin, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que t'as pas de temps à perdre quand tu montes ta startup. C'est qu'il faut aller vite, faut être dans une optique test and learn. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir être réactif, alors que des grands groupes, ils ont une action, ça va pas forcément leur coûter énormément ou ça va pas être hyper décisif. Alors que pour une boîte comme Stories, on va dire une action, même la plus infime, je suppose que c'est hyper important pour vous. Mm. Et ok, et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où de Stories dans le développement Enfin, si tu peux refaire un petit peu peut-être le parcours de Stories, où est-ce que vous en êtes? Alors, donc, création janvier 2018, plateforme Airbnb opérationnelle en mars 2018. Mai 2018, on clôt la plateforme qui ne fonctionne pas. En parallèle, Carrefour fait appel à nous pour animer en fait leur magasin bio. Ça prend 1 mois et demi d'échange. Et en septembre, on commence les animations dans un magasin test à Chambourcy. Au bout de 1 mois, ils nous disent ça fonctionne trop bien. Il y a 5 autres magasins qui sont concernés, à Aix-en-Provence, Ouascal, Bordeaux et les Ulysses dans le sud de Paris. Donc on commence en novembre 2018.
Et de là, en fait, depuis janvier, on travaille avec Leclerc, on travaille avec Intermarché, on travaille avec Carrefour. Carrefour, c'est sur des sujets Hack for Food, bio. Leclerc sur tout ce qui est bio, parapharmacie. Et Intermarché sur l'animation des producteurs locaux. Donc là, aujourd'hui, on en est à 500 animations et on travaille avec 56 magasins. Et c'est quoi donc votre ambition peut-être pour la fin d'année 2019 ou pour 2020? Est-ce que vous y pensez déjà à comment vous voulez faire grossir Stories? Ouais, donc on a fait un BP. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut un BP. L'objectif, il est en gros d'ici la fin de l'année d'arriver à peu près à 700 animations. On a encore 200 animations à aller chercher. L'année prochaine, on est sur du 3000 animations. Donc voilà, on a mis un BP qui est réaliste. Mais maintenant, voilà, il y a un gros travail à faire de commercial. Magasin, donc ça c'est une part, mais en fait un volet qu'on a mis un peu de côté mais qu'on va redévelopper à fond là, c'est la création vraiment d'une communauté d'experts un peu partout en France. On s'est rendu compte que notre disco était très tourné magasin mais pas obligatoirement expert, et là il y a un gros sujet dessus, donc en gros voilà, on a recruté une personne orientée un peu marketing com, relations presse, etc., pour en gros nous créer cette vraie communauté d'experts, de chefs cuisiniers, diététiciens, nutritionnistes, etc. Parce qu'en gros les experts ils viennent pas que pour l'argent, clairement. Ils viennent vraiment pour l'engagement de devenons un peu acteurs du mieux consommé. Donc ils font ça aussi par passion. Après, bien sûr, par complément de revenus, mais surtout par passion. Et c'est ces gens-là qu'on recherche. Et c'est en créant une communauté qu'on arrivera à ça. Parce qu'en fait, c'est que des personnes externes qui font les animations. On va dire, c'est des gens indépendants. Ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est les naturopathes, les diététiciens. Comment, justement, vous arrivez à les trouver, ces personnes, et à créer cette communauté? Alors, ça marche beaucoup par bouche à oreille. Et on a des outils comme LinkedIn ou Doctolib qui nous permettent de trouver ces personnes-là. Après, on prend du temps avec eux par téléphone pour leur expliquer notre démarche, notre projet, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Donc la visibilité, l'image, complément de revenus, et surtout en fait un partage de savoir-faire et d'expertise auprès du grand public. Et c'est ça qu'ils recherchent en fait principalement. Donc voilà, on passe du temps avec eux vraiment par téléphone, par mail, etc., pour leur expliquer le projet. Et c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu compliqué parce que quand on leur disait que c'était à la fin pour faire des animations en magasin, bon voilà, ils étaient un peu pas très fans. Ils préfèrent faire ça dans des entreprises ou en école ou dans des associations. Et en fait, ils ont testé une fois Stories et ils adorent. Et donc ils reviennent parce qu'ils se disent que là, le magasin est en train de changer. Le magasin de l'époque qui était très du transactionnel, j'achète, je revends, il a bien évolué pour devenir vraiment un lieu de vie, un lieu d'expérience, un lieu d'échange. Et c'est pour ça qu'en fait, ils nous accompagnent aujourd'hui dans ce déploiement des animations. En plus, c'est hyper intéressant parce que du coup, eux aussi, ils vont parler de stories, et comme ça, tu crées vraiment un engouement autour de la marque. Donc, c'est hyper cool. Et vous, en tant que fondateur, cofondateur avec Victor, vous en êtes où? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous payer? Est-ce que vous en êtes où? Parce que je sais que c'est hyper compliqué. La dernière fois, mon dernier invité, Jean Moreau, il me disait qu'il a mis 18 à 24 mois avant de pouvoir toucher un salaire. Vous en êtes où là aujourd'hui, vu que ça fait 1 an et demi? Alors, on se paye toujours pas. L'objectif, c'est qu'en 2020, on puisse se payer. Et notre BP est fait en sorte pour que on puisse se payer en 2020. Donc, de toute façon, on avait 3 objectifs quand on a lancé Stories. Le premier, en gros, c'était créer de la valeur. Donc ça, on a réussi. Le deuxième, c'était construire une équipe. Donc là, on l'a fait et on s'agrandit encore. Et le troisième, c'est se payer. Donc là, c'est le troisième objectif à faire d'ici 2020. D'accord. Et en fait, c'était dans cet ordre-là que vous vouliez faire les objectifs, ou pas forcément? Non, pas forcément. Si vous auriez pu vous payer en premier, ça aurait été cool. Exactement. Non, ok, ça marche. Et du coup, vous faites comment, juste dans la vie de tous les jours avec Victor? Vous touchez encore le chômage, ou comment ça se passe? Ouais, on touche encore le chômage. On commence à se payer des déjeuners avec l'entreprise. Et voilà. Ouais, chômage et un peu de notes de frais.
Et toi, à côté, tu as pu, parce que tu disais que tu voulais acheter un appartement. Est-ce que du coup, tu as mis ça de côté ou Ah non, tu l'as... un Non, appartement. tu as acheté un appartement. J'ai acheté un Ok, appartement en fait 1 an avant de lancer Stories. J'ai bien fait parce que en gros, vu que les taux sont bas et les loyers sont en croissance, en gros, ouais, c'est un bon investissement. Donc n'empêche que je suis endetté. Donc la raison pour laquelle aussi je veux qu'on vraiment se dégage du salaire en 2020, c'est aussi pour aussi rembourser le crédit que j'ai auprès de la banque. complètement. Et puis, c'est vrai que c'est plus. Je pense que tu te rends compte aussi que ta boîte a de la valeur et marche bien au moment où tu commences à te payer et à grandir ton équipe comme vous faites aujourd'hui. Et pour revenir un petit peu sur tes différentes expériences, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si demain Stories, ça fonctionnait pas, mais je te l'espère pas, mais si demain c'était plus Stories, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Tu retournerais dans la grande distrie, tu retournerais dans le conseil ou tu monterais une autre boîte? Alors Stories, après ça c'était clair avec Victor, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas une finalité, c'est une aventure. Donc si c'est amené à stopper ou même si ça continue, en fait moi j'avais quand même toujours ce projet à me dire j'aime bien la bonne bouffe, donc en gros c'est me lancer dans un truc de restauration. Alors j'ai pas réfléchi hein, si c'était une franchise ou une épicerie fine ou un concept de boboon d'alimentation vietnamienne, etc. Mais en fait, ouais, si Stories est amené à fonctionner, je pense que je reviendrai un peu dans une grande boîte juste pour me faire mettre un peu d'argent de côté. Voilà. Mais ensuite, ça sera pour relancer quelque chose derrière et je pense dans un truc de restauration. Donc en fait, tu as pris goût un petit peu Ouais, à ta nouvelle vie d'entrepreneur. Tu reviendrais pas en arrière. franchement, la date, non. Souvent, c'est ce qu'on entend, c'est qu'une fois qu'on y a pris goût, à part si on n'est pas du tout structuré ou alors qu'on a eu une super mauvaise expérience peut-être, c'est qu'une fois qu'on a goûté un petit peu à cette liberté et surtout qu'on fait les choses pour soi, qu'on y trouve du sens, c'est beaucoup plus motivant que d'être dans une grande boîte et de bosser pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, surtout que Stories, le projet, il a du sens. En fait, ça aurait été un autre projet qui faisait que de l'argent. Je suis pas sûr que je serais resté. Là, il y a du sens et on sait que l'impact derrière, c'est des clients qui sont satisfaits, des consommateurs qui sont plus sensibilisés. Et moi, en fait, même si tu vois, j'ai jamais fait d'animation de ma vie, en fait, j'adore aller en magasin et voir ces animations et voir que le public se dise ah mais franchement, j'ai appris quelque chose quoi. Et rien que ça, déjà c'est une satisfaction personnelle. En plus, ce que tu disais déjà, c'est que toi, tu adorais les magasins et les contacts avec les clients que tu avais eu chez Métro ou chez Carrefour. Du coup, là, tu retrouves un peu tout ça. Enfin, d'un côté, tu dois être fier, tu dois te dire, en fait, quand j'étais petit et que j'allais faire les magasins avec mes parents le mercredi, j'aurais bien voulu voir des animations stories. Tu te dis ça un peu ou... Ah ouais, complètement. Franchement, surtout qu'on arrive là, depuis ces dernières années, à une vraie tendance de consommateurs qui sont beaucoup plus exigeants sur ce qu'ils ont dans l'assiette, sur les applications de Yuka et autres. Donc on vit vraiment dans un monde où là, les gens font attention à ce qu'ils mangent. Et clairement, si on avait eu peut-être plus d'animation stories quand on était jeune, on n'aurait pas eu ce côté un peu surconsommation et autres, mais beaucoup plus une consommation plus responsable et plus durable. Donc ouais, clairement, j'aurais voulu avoir des animation stories plus jeunes quand j'étais en train de pousser le caddie chez Carrefour. On arrive presque à la fin de notre échange. Si tu avais des conseils à donner aux gens qui ont envie de se lancer pas forcément dans leur boîte, mais dans un projet qui fait sens pour eux, qu'est-ce qui, pour toi, est hyper important et qu'on aurait dû te dire quand tu t'es lancé? Alors, le principal conseil, c'est que si tu as une idée, un projet, vas-y. En fait, tout simplement, parce que c'est en testant et en allant jusqu'au bout que tu verras si ça fonctionne ou pas. Tout à l'heure, je disais de se faire accompagner, voilà, l'entourage, des amis, etc. Le point important, c'est de s'entourer, de poser les questions, mais de se dire que de toute façon, c'est toi qui as quand même l'idée et c'est toi qui connais mieux ton idée. Donc, bien sûr que les conseils sont à prendre. Maintenant, c'est toi qui connais ce que tu veux faire et ce qui te fait kiffer et ce qui va faire que tu vas te lever le matin
matin, le lendemain. Donc en gros, mon conseil, c'est de se dire juste vas-y, sinon tu vas le regretter par la suite, parce que tu vas toujours te dire ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, etc. En fait, lance-toi et tu verras par la suite, quoi. Et un autre conseil, c'est sur la partie plus, on va dire, si tu lances ta boîte, après tu peux lancer une association ou un projet, etc. Mais si tu lances ta boîte, c'est vraiment de confronter rapidement en fait le produit auprès de tes potentiels clients et savoir si vraiment il y a un modèle économique derrière et des gens qui ont une appétence vraiment à mettre de l'argent pour ton produit ou pour ton service. Voilà. Comme ça, tu perds pas de temps en fait dessus à faire le meilleur produit du monde selon toi et que finalement en fait personne n'est prêt à acheter. Ouais, parce qu'en plus, ça fait gagner du temps. Enfin, vous, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous avez perdu un petit peu de temps. Bon, même si c'était pas énorme, mais pour revenir sur l'accompagnement, vous avez été, je crois, dans des incubateurs et vous y êtes toujours aujourd'hui ou... Ouais, en fait, on a fait plusieurs incubateurs. On a fait l'incubateur de Shake Up avec Wavestone. On est dans l'incubateur également School Lab, qui est pareil, un studio d'innovation basé dans le Sentier, qui, voilà, les deux nous ont aidé vraiment à structurer l'approche, à nous poser les bonnes questions sur qui sont les clients, combien ils sont prêts à mettre, etc. Et en fait, là je prends l'exemple de School Lab, mais en fait, c'est un, c'est un innovation studio où tu as accès en fait à plein de profils, des designers, des graphistes, des développeurs, etc. Donc en fait, ça nous aide vraiment bien en fait pour améliorer sans cesse notre boîte et notre fonctionnement. Quand tu parles de l'accompagnement, ça aussi, tu le conseillerais à des gens, bah là, plus pour des gens qui montent leur boîte, mais à essayer de se rapprocher d'incubateurs? Ouais, en fait, l'entrepreneur, parfois, il est un peu seul. Et même si tu as l'entourage et des amis, bah, ils n'ont pas obligatoirement ce recul nécessaire parce qu'ils n'ont pas obligatoirement lancé leur boîte et autres. Donc le fait d'être avec d'autres créateurs de boîtes, ça te permet d'aller plus vite. Ça marche. Bah, merci pour ces conseils. Aussi, une question que j'aime bien poser à mes invités pour essayer de partager avec les auditeurs et puis même avec moi, c'est savoir un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'inspire au jour le jour ou qu'est-ce qui te motive? Tu voudrais nous partager? Alors je sais pas si ça inspirera les autres. Après, je lis des livres, je regarde des films, etc. Après, il n'y en a pas un qui m'inspire particulièrement. Mais moi, ce qui m'a inspiré, en tout cas quand j'ai lancé, dessus, c'est peut-être mon père qui m'a un peu donné ses conseils. Où en fait, lui, il travaille dans une grande boîte. Mais il m'avait toujours dit, en gros, enfin, toujours dit. Il m'avait dit, de toute façon, si le mieux, c'est d'être son propre patron, parce qu'en fait, tu décides de tout. Et t'as pas quelqu'un au-dessus qui te. C'est la raison pour laquelle t'as plein de. Dans la communauté vietnamienne, t'as plein de médecins ou d'avocats ou d'autres. C'est parce qu'en gros, eux, ils aiment bien un peu le côté confort d'être leur propre patron. Et en fait, depuis le début, il m'avait toujours dit ça. Mais je ne voyais pas comment est-ce que je pouvais le faire en faisant une école de commerce. Et finalement, je l'ai trouvé en faisant entrepreneur. Et c'est vrai que mon père m'a pas mal inspiré dessus en me disant bah, fais tes choix, lance-toi, tu verras ensuite si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, vas-y quoi. Donc voilà, une personne qui m'a inspiré, c'est lui. Et pour les autres gens qui veulent être inspirés, bah, en gros, c'est juste ouais, échanger avec plein de gens différents. Mmh. Ouais, et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi sur ton père, c'est que c'est aussi ce que tu disais, être accompagné, être entouré quand les gens te soutiennent, etc. C'est quand même beaucoup plus facile. Et dernière question, c'est si on a envie de te contacter ou en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, comment on fait? Est-ce que c'est sur les réseaux? Est-ce que c'est par mail? Tu préfères quoi? Alors, tu t'abonnes sur la page LinkedIn de Stories, t'appuies like, tu envoies un message et derrière, il y aura toujours quelqu'un de chez Stories, que ce soit Victor ou moi, qui seront derrière cet écran. Donc, on pourra te répondre en fait à tout. Et si tu veux prendre un café ou un déjeuner ou un verre, aucun souci. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Antoine. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci Cassandra de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions
et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjourlinspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.